Bienvenue à Lecture citoyenne, qui est sa troisième production, troisième émission. Lecture citoyenne, qui est une rencontre culturelle, qui est une rencontre à but d'échange scientifique autour d'un livre, de l'échange scientifique aussi pour dégager des pistes d'action pour travailler sur un meilleur vivre ensemble. Bienvenue donc à Lecture citoyenne. Nous sommes le 5 août 2020 et bienvenue à Lecture citoyenne. Bonjour. Alors, bonjour professeur. Bonjour Madame Chito Kelly. Aujourd'hui, vous avez le livre d'aujourd'hui, c'est Où va la démocratie de Dominique Régnier. Avant de commencer peut-être dans le vif du sujet, vraiment le cœur du texte, pouvez-vous, s'il vous plaît, d'une part, nous dire un mot sur l'auteur et d'autre part aussi sur la notion de démocratie. Merci beaucoup pour votre question. Peut-être je ne vais pas en dire beaucoup sur la démocratie, mais disons que d'abord commençons par l'auteur. Dominique Régnier est un professeur de sciences politiques. Il est professeur aux universités à Sciences Po à Paris et il est directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, toujours à Paris. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et nous y reviendrons plus tard, parmi lesquels un livre qui a fait beaucoup de succès. Il a été bien accueilli, je veux dire, si on prend le langage autour des livres. Populisme, double point, la pente fatale, qui a été publié aux éditions Plomb à Paris en 2011. Ce livre a reçu en 2012 les prix du livre politique en France et les prix des députés français. Cet ouvrage a encore été revu et augmenté sous le titre de Nouveau populisme. Et il a été donc republié en 2013 aux éditions Fayard. Alors, à propos de la démocratie, même si on va y revenir plus tard, la démocratie, c'est un régime politique qui se caractérise par un certain nombre de choses. On peut en prendre 3 ou 4, mais de manière lapidaire. D'abord, la séparation des pouvoirs. Si on revient à ce que disait Montesquieu, les pouvoirs, pour qu'ils ne soient pas tyranniques, sur le plan basique, doivent être séparés. Il ne doit pas être l'objet de confusion. Donc, celui qui exerce les pouvoirs exécutifs ne peut pas exercer en même temps les pouvoirs législatifs ni les pouvoirs judiciaires. Donc, il y a, selon Montesquieu, les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs judiciaires et les pouvoirs législatifs, qui est même le fondement de l'État moderne, selon d'ailleurs Jean Bodin, qui pense que le propre de l'État, c'est avoir la capacité de faire ses propres lois sans être soumis à une autre souveraineté extérieure. La démocratie, aujourd'hui, qui est une expérience politique, il faut dire tout à fait récente, elle n'a que 200 ans, et implique en gros que les pouvoirs, en tout cas, ou la désignation des gouvernants dans la société politique, soit les privilèges, soit de la souveraineté de tout, du corps politique, de l'ensemble des citoyens libres qui doivent se choisir en toute connaissance et cause les meilleurs dirigeants auxquels ils confient un pouvoir sur une durée déterminée qu'on appelle mandat, et que ceux qui exercent ces pouvoirs-là puissent l'exercer au nom de l'intérêt général en respectant les lois. Et c'est ce qu'on dit. C'est pourquoi on dit que la démocratie aussi suppose l'état des droits. L'état des droits signifie que les pouvoirs de l'État, de tous les acteurs, y compris par l'État lui-même, est soumis à la règle du droit. Et que donc, c'est pourquoi on voit dans les démocraties, l'État lui-même, toutes ses décisions peuvent faire l'objet de recours, toutes ces décisions peuvent être contestées et l'État peut être le premier justiciable. Voilà un peu, en gros, si on peut se limiter
à ça pour introduire la notion de démocratie. Merci beaucoup, professeur. Merci pour ces mots. Alors, qu'est-ce qui, d'après vous, à la suite de votre lecture, a amené Dominique Régnier et ses équipes de recherche à entreprendre ce travail ainsi que la publication dont il est sujet aujourd'hui? Merci madame pour cette question. Disons qu'aujourd'hui nous sommes entrés, depuis la fin de la guerre froide en 1989, sur les plans de la géopolitique internationale, nous sommes entrés dans ce qu'on peut appeler l'ère post-guerre froide, l'ère post la chute du mur de Berlin, qui a vu arriver un certain nombre de choses, mais ce que Fukuyama a appelé la fin de l'histoire. Ça signifie que finalement nous sommes dans un monde où il n'y a plus de concurrence entre deux pôles idéologico-politiques et géostratégiques qui se disputent le leadership du monde. Mais nous sommes... Cela ne veut pas dire que la concurrence pour le contrôle du monde disparaît entre différentes puissances. Non. Mais ça signifie que sur le plan de leur légitimation en termes d'idéologie, de vision du monde, n'existe plus. Tout après le mur de Berlin, le capitalisme devient la seule idéologie, la doctrine économique, en tout cas mondiale, dominante sur le plan mondial, sur le plan même aussi de la conception du mode de gouvernement. La démocratie de type libéral devient le mode le plus usité, et on y revient d'ailleurs plus tard quand on va en parler. Alors on voit même que, même si on peut commencer à qualifier par exemple la Russie actuelle de Poutine de dictature, elle n'est pas une dictature ni une tyrannie, c'est une démocratie mais qui n'est pas encore mûrie. Donc en même temps, dans ce monde-là, les conditions qui ont prévalu à la construction de la démocratie à partir de son terreau originel occidental ayant disparu, on a observé un certain nombre de problèmes qui est des phénomènes qui participent de la fragilisation de cette démocratie. Et Dominique Régnier s'est posé la question avec ses équipes de savoir si est-ce que, avec les changements des conditions qui ont fait que la démocratie libérale prospère pendant les 200 ans, ces conditions ayant changé, est-ce que la démocratie a encore un avenir? Est-ce que la démocratie libérale a un avenir? Je veux dire, même là où elle s'était implantée, là où elle est née en Occident, entre l'Amérique, les États-Unis et l'Europe occidentale, et les conditions liées à la globalisation qui traversent, qui changent un certain nombre de choses, qui posent un certain nombre de questions existentielles à ces sociétés-là. Est-ce que elles vont sonner comme des éléments qui sonnent les glas de la démocratie en Occident, ou au contraire des éléments qui vont amener la démocratie, en tout cas à partir de l'Occident, à se renouveler? Et ça, c'est ça les défis, je pense. Et pour le savoir, Dominique Régnier et ses équipes vont faire quoi? Ils vont mener une enquête que je peux appeler politologique, mais avec la démarche sociologique. C'est-à-dire qu'on va aller interroger les Européens. Ainsi, cette étude remarquable a été réalisée par l'Institut Ipsos de Paris, a administré un questionnaire en 23 langues différentes, a interrogé 22 000 citoyens de 26 pays différents, d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, de Bulgarie, de Croatie, de Danemark, d'Espagne, des États-Unis, de l'Estonie, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Italie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la République tchèque, de la Roumanie, du Royaume-Uni, de la Slovaquie, de la Suède et de la Suisse, où nous sommes. Et les résultats sont très très intéressants et on y reviendra lorsque nous allons analyser donc un certain nombre de conclusions
sur lesquels ces travail et ces chercheurs reviennent. Voilà. Je ne sais pas si j'ai pu répondre avec cette à votre question, mais Vous si je ne avez l'ai pas fait, vous parfaitement m'excuserez. répondu. Quelles sont d'après vous les grandes articulations de ce recueil, de cette publication? Alors, voici l'ouvrage en lui-même. Hein. C'est cet ouvrage-là. Et cet ouvrage comprend 41 articles, une introduction et donc 40 articles, 40 articles thématiques et 40 articles thématiques, excusez-nous la technologie, voilà, 41 articles, donc 40 articles qui résument, qui donnent en fait des résultats sur chaque question posée et qui croisent en fait les regards de tous ces différents pays. Et il faut dire que c'est vraiment un travail très très approfondi et fouillé. Alors, je ne vais pas, parce qu'on va y revenir, mais on peut revenir sur l'introduction, par exemple, parle de l'hypothèse d'un dépérissement démocratique. D'ailleurs, l'hypothèse sur laquelle les auteurs ont travaillé. Mais on trouve la question de base, la sous-question, où va la démocratie? On présente cette enquête, on présente les auteurs. À travers cet ouvrage-là, on voit comment la démocratie est jugée par les citoyens. Et Dominique Régnier parle de 3 Europes. Il parle, par exemple, de l'effritement de la confiance démocratique à travers les renouvellements des générations. Il parle des désillusions qui se produisent autour du vote. On revient à la démocratie en Amérique, un peu comme 200 ans après celui qui a écrit de la démocratie en Amérique. Et on est étonné de voir que ces mêmes conclusions, les mêmes questions qui se posent reviennent. On voit un article qui compare l'Europe et l'Amérique, où la démocratie, quand même, il parle un peu avec un ton rigolo, un air de famille. On voit le malaise démocratique en Italie. On voit le cynisme démocratique en Espagne. On voit la démocratie qui résiste quand même en Grèce aux inquiétudes. On voit Aminata Kone qui parle des enchantements des citoyens et qui préfèrent désormais une tendance vers l'autoritarisme, qui préfèrent des dirigeants autoritaires. Et ainsi de suite, les paradoxes belges, les problèmes que posent les réfugiés, la question du Brexit, l'inquiétude allemande. Donc finalement, je pense on peut... La question des réseaux sociaux et la production des fake news. Est-ce que dans une société où en même temps il y a un espace public où un certain nombre d'acteurs deviennent des spécialistes de produire de fausses nouvelles, est-ce que ça contribue ou ça menace la démocratie? Voilà un peu tout un ensemble des questions qui sont abordées à travers ces travaux. Je pense qu'on va y aller rapidement, mais c'est un ouvrage que je recommande vraiment à ceux qui aimeraient le lire. Merci beaucoup. Maintenant, vous est-il possible de nous présenter les principaux résultats auxquels est arrivé Dominique Régnier ainsi que ses équipes de recherche? Alors, les principaux résultats auxquels arrive Dominique Régnier sont des tentatives de réponse à un certain nombre de questions donc, qui ont traversé cette étude, donc des questions de départ. La première à laquelle on peut revenir et qui est en rapport avec les sous-titres de l'ouvrage. Que reste-t-il de la démocratie? Et Dominique Régnier et ses collègues se demandent si la démocratie a encore un avenir dans un contexte où, par exemple, les progrès matériels et humains ne s'opèrent plus. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dominique Régnier fait un peu de l'histoire politique là en disant écoutez, depuis 200 ans, depuis 1800 ans en gros, 1800 en gros, il s'est construit en Amérique et en Europe occidentale les régimes démocratiques qui s'est construit progressivement d'abord à partir du parlementarisme. Et
le parlementarisme démocratique qui va être construit dans différents pays, les régimes qui vont être construits, où les citoyens élisent des représentants, démocratie représentative. Ces représentants vont aller au Parlement pour discuter sur les options fondamentales qu'il faut prendre pour le pays, vont se mettre à contrôler l'exécution de ces options, la mise en pratique de ces options par le pouvoir exécutif, et le fonctionnement du Parlement et de l'exécutif étant contrôlé par les judiciaires, respect de la loi, va amener au fil du temps l'Amérique et l'Europe en même temps que le capitalisme se mettait en place et va croître, va amener à des sociétés qui se stabilisent politiquement, qui se civilisent encore plus politiquement. Si je vais reprendre la notion de civilisation des mœurs, mais je vais dire là des civilisations des mœurs politiques, mais là je fais référence aussi à Norbert Elias qui a parlé de la civilisation des mœurs en Occident, et qui s'est accompagné donc d'un progrès économique, social et humain. Alors, la question qui se pose est de savoir si, avec la globalisation, ces conditions, par exemple économiques, la stabilité économique, l'État-providence qui est né, qui s'est accompagné par l'émergence et la croissance de la démocratie en Occident, cet État-providence est mis en péril, est questionné, est déstabilisé, est déséquilibré. Alors, la question est de savoir, pour ces auteurs-là, est-ce que la démocratie a un avenir dans ces contextes-là, ou des conditions économiques et sociales qui ont été, son terreau finalement de croissance, sont entrées, si pas disparaître, mais remises totalement en cause. Et est-ce que la démocratie a un avenir? Alors, est-ce que cela ne va pas amener au désengagement civique des gens? Les résultats auxquels arrive notre frère Dominique Régnier est mitigé. Il y a dans certaines parties des opinions citoyennes, publiques, en Occident particulièrement, des gens qui disent ces pouvoirs l'État ne nous sert plus à rien. La démocratie, c'est pour les riches. Nous sommes pauvres. Ça ne rime à rien. Et ça produit un phénomène qui pointe les désengagements civiques et la montée du vote protestateur. Donc, en pointant ces éléments-là comme des éléments sur lesquels se fonde ces déclins de l'idée démocratique auprès de cet nombre de citoyens, ça signifie que si les économies, les sociétés politiques étaient régérées autrement pour que le pacte social soit encore renouvelé, la démocratie reprendrait ses couleurs. Et donc, il y a un avenir, le meilleur avenir possible à la démocratie, à condition que ces problèmes-là soient résolus. Alors, mais en même temps, la deuxième question que pose Dominique Régnier et ses équipes, c'est de savoir si, quand même, malgré tout, est-ce que la démocratie a un avenir dans un monde sans alternative? Ça revient un peu à la question qu'on avait déjà abordée en disant, mais en même temps, il peut y avoir un développement économique croissant, on le voit. Malgré tout, ce qu'on dit qu'il y a crise économique ou ceci, la prospérité économique de l'Occident est quand même aujourd'hui est plus élevée qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, ne nous trompons pas. Voilà. Mais en même temps, la question qui se pose, c'est celle, qu'est-ce que devient la démocratie dans un monde où il n'y a plus une alternative contre elle? Est-ce qu'elle peut s'améliorer sans avoir un concurrent contre elle? Diriez-vous donc que la démocratie est vouée quelque part elle pousse elle-même la ressurgence de modèles qui lui sont opposés parce que justement elle ne satisfait plus?
Je ne dirais pas ça comme ça. Mais la question qui se pose, c'est que la démocratie, c'est ce qui se pose. Mais on y répondrait facilement si j'étais dans l'équipe de Régnier. Moi, je n'y ai pas été. Mais la démocratie, malgré la progression tendancielle dont elle fait sur la planète, les régimes démocratiques demeurent quand même une exception. Parce que c'est un régime difficile à mettre en place. C'est un régime exigeant. Ça demande beaucoup d'efforts à tout le monde. Et donc, là encore, on peut répondre à Régnier que l'alternative existe. Il y a encore des régimes autoritaires. La Chine, c'est un régime autoritaire et tant d'autres pays. On ne va pas faire la litanie des régimes autoritaires. On a qu'à voir jusqu'ici à côté de chez nous la Biélorussie. Je ne vous inviterai pas d'aller vivre en Biélorussie. Donc, les alternatives contre la démocratie existent et ça doit nous inspirer en tout cas les gouvernants et les citoyens dans les sociétés démocratiques à améliorer les problèmes qui sont là, mais ne pas penser que les alternatives qui sont là soient les meilleures alternatives que le régime démocratique. C'est pourquoi un de mes professeurs d'ailleurs, Mohamed Reza Jalili, disait à l'Institut des hautes études internationales et du développement à l'ex-UDD, où quand j'ai fait mon doctorat, il disait que la démocratie, c'est le plus mauvais régime, mais à condition que les hommes en trouvent un meilleur. Il est très mauvais parce qu'il est très exigeant. Il est très mauvais parce qu'il ne demande pas la facilité. Il est très mauvais parce qu'il demande des citoyens consciencieux, des gouvernements responsables. Il est très mauvais parce qu'il demande la redevabilité en tout et pour tout. Même pour acheter avec la carte qu'on vous donne pour par votre employeur, même chaque centime vous devez l'acheter, même si vous avez droit à aller au restaurant. Donc la démocratie est trop exigeante que finalement, pour ces détracteurs particulièrement, peuvent être perçus comme un mauvais régime parce que les contrôles qu'il inscrit pose pour les gens qui ne la veulent pas des éléments de défaveur. Mais la démocratie, je pense, et mon point de vue, c'est qu'elle est appelée à montrer ses biceps face à ces alternatives contre-productives, notamment les régimes autoritaires qui n'ont pas disparu. Alors, est-ce que la question de savoir, par exemple, un autre thème sur lequel je vais un ou deux, la question qu'il pose, c'est lui, finalement, à la fois dans le contexte de la globalisation, où il y a ces échanges, ces mélanges, cette circulation qui désormais permet à tout le monde des différentes couleurs, des différents continents, des marchés, parce que le développement technologique, scientifique, et même des idées permet finalement un monde plus ouvert qu'avant. Mais ça pose, pour les sociétés démocratiques traditionnelles, l'Europe occidentale, ou l'Europe, maintenant de l'Union européenne, parce que nous sommes à ce niveau-là, et l'Amérique, les États-Unis, la question de l'acceptation des différences. L'acceptation des différences. Une certaine population, une certaine frange des populations, des citoyens dans ces démocraties, pour plusieurs différentes raisons, sur lesquelles on ne va pas revenir ici, sont rétives à cette donnée de la mondialisation et peuvent aller vers des comportements politiques, notamment en termes de vote, ce qu'on a appelé les phénomènes populistes. Les votes de dire le peuple, il est marginalisé, le peuple, voilà. Et ça amène à des situations où même un certain nombre de gouvernants, même qui n'étaient pas eux-mêmes populistes, vont chercher à surfer sur ces votes-là. Et ça arrive à un paradoxe en termes de gouvernance. Vous avez vu, par exemple, et j'appelle ça la surenchère populiste, vous avez vu
par exemple, en France, l'élection du président français Nicolas Sarkozy, pour exister politiquement, alors qu'il existait déjà, il était déjà au pouvoir, il va dans un quartier immigré, je ne sais pas où, dans un quartier où il y a une population d'origine immigrée, et il va, on l'appelle, Monsieur le Président, plutôt que de répondre à l'interpellation des citoyens, va s'élancer, faire comme les tout citoyens de la rue, de la plus, du lumpenprolétariat français, va avec sa célèbre phrase, vas-y pauvre, voilà, casse-toi pauvre con. Et c'est là, Sarkozy pensait qu'il a gagné. Et plus tard, quand les nombreux Français se sont demandé, mais est-ce que c'est comme ça qu'un chef de l'État de la France doit se comporter? Est-ce qu'un chef de l'État français ne peut pas être respectueux? Est-ce qu'un chef de l'État français ne peut pas plutôt s'élever au-dessus des frustrations, des sentiments pour se vulgariser comme tout le monde est devenu vulgaire? Et Sarkozy en a eu pour son compte plus tard. Mais les problèmes qui se posent, c'est que la surenchère populiste dans les démocraties arrive à des situations même où les systèmes et les régimes politiques deviennent instables. Je vous donne les cas instables parce que les gens qui servent cette surenchère populiste n'ont pas de programme en fait de gouvernement. Les cas de l'Angleterre qui a quitté tout de suite l'Union européenne sur un coup de tête de certains hommes politiques, dont le seul, par exemple, programme électoral, c'était quitter d'abord l'Union européenne, d'abord le Brexit, même si on ne sait pas où est-ce qu'on va. C'est comme si on vous disait, sautez de l'avion, sans parachute, vous allez vous débrouiller. Et c'est parti à peine le Brexit. Arrivé, le vote pour le Brexit reçu, c'est parti, a disparu. C'est Georges Nigel et Farage et d'autres qui ont disparu corps et bien avec leur parti. Aujourd'hui, ils laissent l'Angleterre dans une situation d'impasse terrible. Voilà. Et là, on voit que le populisme, si on peut revenir à ça, comme problème, c'est qu'il y a un appel de ces chercheurs à une refondation du politique, à reconstruire la politique sur un certain nombre des enjeux, des valeurs qui unissent les sociétés démocratiques et non qui les divisent. Voilà. Alors, il y a une question, j'ai parlé de fake news, mais on peut la lier. La question de, quand même, la démocratie, c'est construit avec un espace public où les médias, les masses médias, entre guillemets, ont joué un rôle où elles informaient la population, participer à la construction de ses opinions, permettre la confrontation des débats entre les différentes tendances de l'opinion politique et amener les citoyens à se faire une idée sur qui choisir, sur quelle politique choisir, une fois les hommes politiques la proposent. Aujourd'hui, cet espace public, je ne dis pas qu'il n'existe plus, mais il est en train d'être phagocyté. Il est en train d'être rongé par un nouveau cancer. C'est lui des fake news qui est un peu le pendant, l'envers du décor de la popularisation des réseaux sociaux numériques. Aujourd'hui, tout un chacun peut poster son petit post sur Facebook, sur WhatsApp et d'autres. Il y a des milliers des applications comme ça. Et vous envoyez de la fausse nouvelle, de la diffamation ou des informations qui n'ont rien à voir avec les enjeux. Voilà. Caricaturer les enjeux tels qu'ils se posent. Voilà. Ou les gens qui ne veulent pas débattre sur des vraies questions de manière approfondie vont commencer à se balancer des anathèmes. Voilà. Et ça, la question qui se pose, en même temps que le développement des réseaux numériques amène ce que nos amis Régnier et ses équipes appellent l'homme augmenté, qui considère un peu les téléphones comme sa troisième main, et donc qui ne réfléchit plus souvent en dehors de ce que lui proposent les réseaux numériques. Est-ce que
il n'y a pas un danger sur la citoyenneté. Et ça mène à la question de savoir comment nous utilisons les réseaux numériques, comment nous utilisons cette nouvelle technologie qui, il faut le dire, on peut ne pas les aimer, elles sont là pour rester. Et elles ont leurs effets bénéfiques. D'ailleurs, si Internet n'existait pas, si Facebook n'existait pas, nous ne serions pas probablement en train de faire cette émission. Mais il y a comme une interrogation et comme une action, appel à l'action qui nous est faite de faire de ces outils des outils de participation civique, des outils de cohésion sociale, des outils d'amélioration et d'augmentation de notre capacité de réfléchir comme des citoyens, à la fois des citoyens de nos pays, mais des citoyens du monde, pour construire de nouvelles solidarités agissantes, et non pas pour nous exclure ou pour passer du temps à parler des enjeux qui n'en sont pas. Alors, il y a un dernier point, et là j'ai fini. Mais je pense qu'on l'a déjà abordé. La question de la démocratie et le pluralisme. Le pluralisme est au fondement de la démocratie. Le pluralisme des idées, le pluralisme des opinions, le pluralisme des croyances. Voilà. Mais le tout régulé sous la bannière de la loi. Alors, en principe, le pluralisme ne devait pas être un problème avec les contextes démocratiques. Mais Régnier et ses équipes observent qu'avec le phénomène, la fin de la guerre froide, l'entrée dans l'ère de la globalisation, de la mondialisation, on peut l'appeler comme on veut, il y a ce que j'ai appelé donc la circulation des hommes sur toute la planète, et dans les sociétés démocratiques, cela est mal perçu. Globalisation des idées amènerait à une uniformisation finalement voulue. Voilà. Mais en même temps, on considère que, et je vais être peut-être brutal, c'est-à-dire les étrangers sont perçus, les immigrés, les gens qui ont une autre couleur, sont perçus comme une menace. Et pour aller plus vite, quand on lit les livres de Régnier qu'il a écrit précédemment, il se pose par exemple la question de savoir est-ce que les apports de l'immigration ne peut pas être parmi les chances, par exemple, de la société, des sociétés, l'avenir des sociétés démocratiques, dès lors qu'on sait que, tout simplement, que ces sociétés démocratiques sont en train de connaître et vont connaître pour longtemps un déficit démographique par elles-mêmes. Donc, ce sont des sociétés qui ont besoin de main-d'œuvre. Ce sont des sociétés qui ont besoin de tout un ensemble de bras pour un certain nombre de choses. Et que si on restait dans une logique purement utilitariste, à très court terme, l'Occident n'a pas la main-d'œuvre dont il a besoin. D'ailleurs, il a commencé depuis très longtemps. On peut voir dans différents secteurs que les populations nationales, les compétences nationales, aussi importantes, qualifiées qu'elles sont, elles ne sont pas aussi nombreuses qu'on en a besoin, parce que c'est une société aussi, le développement, les sociétés industrielles, les sociétés capitalistes, industrielles, démocratiques, industrielles, sont aussi des sociétés mangeuses de bras et de cerveaux. Et donc, les sociétés démocratiques ont tout intérêt à pomper à travers le monde. Je ne veux pas parler, je ne veux pas partir de cette immigration choisie, mais elles le font déjà. Et il faut être honnête d'accepter que se poser la question, comment on intègre ces nouvelles populations, peut-être qui ne nous ressemblent pas par leur faciès dans nos sociétés, mais quand elles viennent dans ces sociétés démocratiques, c'est parce qu'elles croient aux idéaux, à l'idéal, au way of life de ces sociétés. Et way of life fondé sur le respect des droits de l'homme, sur la place de l'individu. Et donc, je pense qu'il y a un avenir aussi à travers ces populations-là. Merci beaucoup. Donc, vous diriez finalement que les principaux enjeux, les principales embûches des démocraties modernes sont l'alternance, le fait qu'il y ait cette alternance gouvernementale
amène de la désillusion de la population, qui après elle-même pousse à la seconde embûche, c'est le vote protestataire, mais Oui. et le soutien de doctrines qui sont fondamentalement antidémocratiques dans l'idée même, on vote pour des gouvernements qui sont autoritaires, dans le rejet du dialogue, etc. Oui. C'est aussi important de dire que les deux bords politiques, droite et gauche, sont sans doute coupables de ce rejet du pluralisme, de ce pluralisme politique. Politique, oui. Et aussi, finalement, aussi la démocratie, le dernier gros problème de la démocratie serait la technologie augmentée qui pousse l'individu à rester confronté uniquement à des informations finalement auxquelles il adhère et donc empêche le dialogue, le débat et le réel essor démocratique. Et si je peux dire, finalement, d'aller vers l'autre, parce que finalement la démocratie, ne nous trompons pas, n'a pas été construite par de nouvelles technologies. La démocratie a été construite par les contacts entre les gens, la discussion, les échanges, la rencontre, donc la conciliation des points de vue et des idées, et donc les choix collectifs assumés ensemble. Et ça, la technologie devrait logiquement nous aider, nous faciliter à faire ces choix, et ne devrait pas être paradoxalement un facteur pour nous diviser au lieu de nous réunir. Voilà, je pense que les auteurs de Régnier et les autres aussi sont dans cette perspective-là. Merci professeur. Nous venons de parler des enjeux de l'avenir de la démocratie en Europe, oui, aux États-Unis, en Amérique du Nord, donc en Occident de manière élargie. Diriez-vous alors que l'avenir de la démocratie, disons, ne se pose pas pour les autres pays et finalement ne concerne que les nations occidentales? Ah non, là, vous ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Expliquez-nous. La démocratie, comme système, mode de gouvernement qui a eu des performances, hein, qui a fait preuve de ses résultats. Si l'Europe est en paix depuis plus de 70 ans, c'est qu'il y a une durée de paix très grande sur les millénaires de son histoire. C'est à cause de la démocratie. Parce que finalement, qu'est-ce qui fonde l'Union européenne aujourd'hui? C'est la démocratie. C'est le respect de l'individu. C'est le respect de la pluralité. Les libres choix. Le pluralisme des idées et les choix entre pendant un temps. C'est les gouvernants élus. C'est la représentation des citoyens. C'est la démocratie représentative. Donc, la démocratie attire. La démocratie attire, même si, ou peut-être chercher, même si paradoxalement aussi, il y a certains qui ont cherché à l'imposer par les bombes, comme George Bush en Irak, mais on ne va pas prendre les mauvais exemples pour de bons. Mais la démocratie attire, et y compris hors Occident. Que cela soit aujourd'hui, on peut revenir sur les livres. Regardez d'ailleurs ces livres de Jean-Christophe Jaffrelot. Jean-Christophe Jaffrelot a écrit un ouvrage très important qui s'intitule La démocratie des autres, qui a été publié à Cartala, je crois, en 2000. C'est un ouvrage très intéressant et je peux vite lire qu'est-ce qu'il dit. Il dit, Jaffrelot, la démocratie n'a pas le monopole, l'Occident n'a pas le monopole de la démocratie. Ah bon? On ne l'ignore plus depuis la troisième vague qui a atteint les rivages de l'Amérique latine, de l'Asie et de l'Afrique au cours des 2 dernières décennies. Mais ces continents abritaient déjà de véritables démocraties, héritages paradoxaux du colonialisme ou d'efforts de modernisation qui remontaient du XIXe siècle, produits hybrides des stratégies des élites indigènes et de la rencontre de l'Occident. Ces greffes précoces ont finalement inventé un nouvel idiome démocratique. La troisième vague renoue depuis les années 70 avec cette tradition, déroulant devant nous les mêmes processus de métissage politique. On a souvent analysé ces passages à la démocratie comme les résultats des négociations au sommet et des pactes conclus entre les caciques des régimes autoritaires, finissants et leurs opposants. C'est faire peu de cas des sociétés qui entourent ces élites et de leur politisation croissante. Une telle myopie n'aura pas permis aux transitologues, c'est-à-dire aux spécialistes des transitions politiques,
de prévoir les obstacles que rencontrent aujourd'hui les processus de consolidation de la démocratie hors Occident. La troisième vague, donc, qui est liée à la démocratisation hors Occident, est étale quand elle n'amorce pas un reflux. L'impact des facteurs externes sur ces mouvements est trop souvent exagéré. Cependant, la conditionnalité chère aux bailleurs de fonds internationaux est un leurre. En pratique, la démocratie ne s'enracine qu'à partir du moment où les dynamiques du dedans, les dynamiques internes, et celles du dehors, les dynamiques externes, sont en phase, donc s'harmonisent. Donc, les défis de la démocratisation hors Occident, comme en Occident d'ailleurs, c'est harmoniser les dynamiques du dedans et les dynamiques du dehors. Il y a un autre ouvrage, c'est celui de Martha Nussbaum. Martha Nussbaum, Les Clash Within. C'est un ouvrage qui est réservé plutôt un travail que Martha C. Nussbaum a fait sur l'Inde. Le titre est The Clash Within, Democracy, Religious Violence and India's Future. Cet auteur, en gros, veut nous montrer que la plus grande démocratie du monde, l'Inde, comme on l'appelle, parce que c'est le plus grand pays démocratique par sa population, sa démographie, connaît un problème. C'est vrai d'avoir un régime représentatif, le pluralisme politique, le multipartisme. Mais il y a les élites qui proviennent par exemple de la majorité ethnique hindoue qui marginalisent complètement les autres minorités ethniques, notamment les musulmans, qu'un premier ministre comme Modi considère quasiment comme des sous-citoyens. Je ne veux pas revenir sur la situation des musulmans en Inde aujourd'hui. Mais Nussbaum nous montre que l'Inde, qui est déjà une grande démocratie depuis près de 100 ans, ne va pas consolider sa démocratie que si on résout le problème de la violence religieuse et faire de la coexistence religieuse un élément de la constitution démocratique. Et voilà, je pense que ça, c'est l'ouvrage que j'avais à propos de la démocratie hors Occident. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Les enjeux, les problèmes donc, des démocraties ne sont pas juste des problèmes occidentaux, mais avant tout des problèmes liés donc à l'adhésion même à des idéaux démocratiques qui forcent finalement les différents gouvernements à accepter l'alternance, la différence d'opinion, le pluralisme. Oui. Et c'est ça finalement le plus gros obstacle des démocraties, peu importe où elles sont dans le monde aujourd'hui. C'est ça. Tout à fait, tout à fait. Merci pour cette précision. Oui, tout à fait. Et donc on pourrait donc dire quelque part, comme le disait John Stuart Mill, que si le gros problème de toutes les opinions aujourd'hui, c'est que si elles veulent pouvoir continuer à exister et montrer leur force, elles doivent accepter aussi de se voir opposer des opinions différentes et contraires. Tout à fait. Parce que si les opinions contraires ne s'expriment plus dans les contextes démocratiques où ça devient une démocratie entre soi, et la démocratie, pourtant, doit être la tolérance du pluriel, la cohésion du pluriel, les choix entre les pluriels. Et le pluriel, ça implique les différents de nous. Merci beaucoup, professeur. Avant de finir, peut-être auriez-vous quelques publications supplémentaires à nous indiquer, des lectures que vous avez lues avec autour de la problématique démocratique. Oui, merci pour cette question. Disons, vous n'allez pas me reprocher de revenir toujours à Dominique Régnier. Vous n'allez pas me dire que il devient mon gourou. Mais je trouve que ses travaux sont très, très intéressants dans les contextes actuels. Alors, je reviens au livre dont je vous ai parlé, le populisme, une pente fatale. Dominique Régnier, c'est un ouvrage dont j'avais déjà parlé. Mais de quoi il parle? Il dénonce cette populisation et cette xénophobie qui traverse, y compris même les partis des gouvernants, d'ailleurs des gouvernements qui ne font plus en Europe et aux États-Unis un effort pour proposer de nouvelles idées. Mais ils peuvent instrumentaliser même à leur profit
les questions autour des immigrés, autour des étrangers, et donc la xénophobie peut devenir un outil, une aubaine politique pour les politiciens qui cherchent la facilité. Mais il finit en montrant qu'il se trompe. Et pour lui, l'immigration, il pose cela en termes de questions. Et si l'immigration est une chance pour le vieux continent, je parle de l'Europe, l'immigration est une chance, une immigration bien encadrée, une immigration bien régulée, une immigration bien gérée, est une chance, et pour le vieux continent, et pour tous les pays du monde. Et voilà, et pour tous les pays du monde. Et il y a, pour ce qui travaille sur les questions démocratiques, hein, je veux revenir sur cet important ouvrage, le dictionnaire du vote, qui a été écrit sous la direction de Pascal Perrineau et Dominique Régnier. Encore, c'est un ouvrage monumental, c'est un ouvrage je crois, de 3000 pages, hein. Je vous assure, c'est du pain, c'est du pain béni, c'est du gâteau pour qui travaille sur les questions de démocratie, dictionnaire du vote écrit par Pascal Perrineau et Dominique Régnier et d'autres chercheurs de Sciences Po Paris et d'autres universités françaises, et même hors françaises, américaines, africaines. Et cet ouvrage a été publié aux Presses Universités de France. C'est un ouvrage très très important. Donc j'invite ceux qui nous ont suivis aussi d'aller sur Internet, de chercher ces ouvrages, de les commander, de les lire. Ils peuvent les lire aussi en ligne. C'est ça l'avantage aujourd'hui de l'Internet. Ils peuvent avoir des extraits de ces ouvrages et les lire et continuer les réflexions avec nous. Et je demande aussi à tout le monde de nous faire des critiques, hein, de poser des questions, de faire des commentaires, et puis de partager aussi cette petite émission. Comme ça peut permettre aussi à d'autres amis, à nos frères, à nos sœurs, à nos compatriotes, citoyens du monde finalement, parce que ce sont les citoyens du monde, de pouvoir échanger, discuter sur ces questions de démocratie qui est un enjeu existentiel qui nous concerne tous. Voilà, je n'ai plus de choses à ajouter. Un petit mot peut-être pour la fin, une invitation. Un petit mot pour la fin. Je vais dire merci encore à vous qui Tito, qui ne cessez de me pousser à travailler sur ces ouvrages, à faire vos critiques. Mais je dis merci aussi beaucoup à ceux qui nous suivent, hein, pour qu'ils nous apportent leurs critiques. Et elles sont très importantes. Et donc, nous attendons vraiment leurs échanges, qu'ils débattent, qu'ils partagent. Voilà, c'est ça, qu'ils partagent cela, et ça nous ferait un grand plaisir, parce que on ne peut pas être partout. Et c'est que nous disons, s'il y a des erreurs, des choses qui ne sont pas précisées, ils peuvent aussi nous dire qu'est-ce qu'ils n'ont pas bien compris. Ça peut permettre de nous enrichir et peut-être de revenir sur d'autres questions qu'on n'a pas abordées. C'est vrai que sur 30-40 minutes, on ne peut pas aborder une question si complexe, mais c'est un début. Je vais dire, comme disait un musicien célèbre congolais dont je ne peux pas citer le nom, Nazomeka, Tozomeka, Tomeka ensemble, quoi. Yango Boy. Voilà. Merci beaucoup.